On a longtemps cru savoir ce qu'était une eau saine, une eau pure, mais aujourd'hui, cette certitude est en train de s'effriter. Une nouvelle génération de menaces, invisibles, silencieuses, remet tout en question. Alors ensemble, on va décortiquer ce qui se cache vraiment au fond de notre verre. C'est vraiment la question centrale de notre époque. On ne parle plus de ce qu'on peut voir à l'œil nu, de ce qu'on peut sentir ou goûter, non. On parle de contaminants microscopiques qui sont là et qui changent complètement les règles du jeu en matière de sécurité de l'eau. Pour bien comprendre le virage qu'on a pris, il suffit de regarder un peu en arrière. Au XXe siècle, le grand ennemi, c'était les microbes, le choléra, des menaces qui rendaient malade tout de suite. Et cette bataille, on l'a plutôt bien gagnée. Aujourd'hui, le front a changé. On fait face à une pollution chimique, diffuse, qui ne provoque pas de maladie immédiate, mais qui agit sur le long terme par exposition chronique. On est donc bien entré dans une nouvelle ère pour l'eau. Le défi, ce n'est plus seulement d'éviter la gastroentérite. C'est d'éviter une lente imprégnation chimique de l'organisme, avec des substances qui peuvent avoir des effets même à des doses infimes. Et cette citation, elle résume tout. Cette image d'Épinal de la source de montagne parfaitement pure, eh bien, c'est devenu un mythe. La réalité, c'est que la pollution chimique est partout, vraiment partout. Des nappes phréatiques les plus profondes jusqu'aux glaciers. Aucune source n'est plus à l'abri. Alors, qui sont ces nouveaux ennemis ? Penchons-nous sur les deux principaux acteurs de cette crise invisible. Deux noms à retenir, car ils sont emblématiques de cette nouvelle pollution. Voilà le premier grand coupable, les PFS. Leur surnom, les polluants éternels, fait froid dans le dos. Et il dit tout. Chimiquement, leur structure est blindée par une liaison carbone-fluor que quasiment rien ne peut casser. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont dans la nature, ils y restent, pour toujours. Et le problème, c'est que ce ne sont pas des substances inertes. L'exposition chronique, même à faible dose, est liée à des risques sanitaires sérieux et bien documentés. Problèmes de thyroïde, de fertilité, affaiblissement du système immunitaire et même certains cancers. C'est l'accumulation sur le long terme qui est dangereuse. Et dans cette grande famille des PFAS, il y en a un qui pose un problème encore plus grand, le TFA. Pourquoi ? Parce qu'il est minuscule. C'est un peu le passe-partout de la pollution. Sa taille est si réduite qu'il se faufile à travers la plupart des systèmes de filtration des usines de traitement des eaux. C'est un vrai casse-tête. Face à cette situation, quel est le premier réflexe ? Pour beaucoup de gens, c'est l'eau en bouteille. On se dit que c'est une valeur sûre, une protection. Mais comme on va le voir, cette forteresse de plastique est souvent une illusion. Accrochez-vous bien, 240 000, c'est le nombre moyen de particules de plastique qu'une étude récente a trouvé dans un seul litre d'eau en bouteille. C'est juste énorme. On parle de 10 à 100 fois plus que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 90% de ces fragments, ce sont des nanoplastiques. C'est une autre échelle. Ils sont si infiniment petits qu'ils ne restent pas dans l'intestin. Non, ils peuvent passer dans le sang, et de là, potentiellement voyager partout dans le corps, y compris jusqu'au cerveau. Et pour couronner le tout, ils agissent comme des éponges à toxines, transportant avec eux des métaux lourds et d'autres polluants. Alors, si on met les choses à plat, l'eau du robinet a ses propres problèmes, c'est vrai, notamment liés aux vieilles canalisations. Mais en général, elle contient beaucoup moins de plastique. Sans parler du coût, qui est sans commune mesure. Au final, l'eau en bouteille n'est pas seulement une solution très chère, elle est souvent une source majeure du problème qu'on cherche à éviter. Le constat peut sembler un peu décourageant, mais il y a une bonne nouvelle. Puisqu'on ne peut plus avoir une confiance aveugle dans l'eau qui arrive au robinet ou dans celle qu'on achète, ça veut aussi dire qu'on peut reprendre le contrôle. La finition de l'eau, c'est désormais une affaire personnelle. Et pour ça, l'outil principal, c'est la filtration. Mais attention, toutes les techniques ne se valent pas. Une simple carafe, c'est bien pour le goût. Le charbon actif, c'est déjà mieux. Mais face aux menaces d'aujourd'hui, comme les PFS et surtout le petit TFA, seule une technologie sort vraiment du lot, l'osmose inverse. Elle est radicale. Mais comment est-ce que ça marche ? En fait, le secret de l'osmose inverse, c'est sa membrane. Imaginez un filtre avec des trous minuscules, de 0,0001 micromètre. C'est plus petit que les virus, plus petit que les molécules de PFAS. Pratiquement rien ne passe, à part les molécules d'eau elles-mêmes. C'est une filtration en physique, presque à niveau moléculaire. Évidemment, une telle efficacité a des contreparties. Il y en a 3 principales. D'abord, l'osmose inverse est si puissante qu'elle retire tout, y compris les bons minéraux comme le calcium et le magnésium. On obtient une eau très pure mais morte. Ensuite, ça consomme de l'eau. Pour faire 1 litre d'eau pure, on en rejette plusieurs. Et enfin, ça demande un entretien rigoureux, sinon les filtres peuvent devenir des nids à bactéries. Alors comment on fait ? Comment avoir cette pureté absolue sans les inconvénients ? La solution, c'est de ne pas s'arrêter à la filtration. C'est d'adopter un protocole complet, en 3 étapes très logiques, pour créer une eau vraiment parfaite. C'est simple. Premièrement, on filtre au maximum avec la meilleure technologie, l'osmose inverse. On obtient une base parfaitement pure. Deuxièmement, et c'est une étape cruciale, on revitalise cette eau. On lui redonne ce qu'on lui a enlevé, les minéraux essentiels. Et troisièmement, on fait attention à ne pas gâcher tout ce travail en la stockant n'importe comment. Et pour le stockage, le choix du contenant est primordial.
Les champions, ce sont le verre et l'acier inoxydable de bonne qualité. Ils sont inertes, ils ne relarguent rien. En revanche, il faut se méfier des bouteilles en alu, qui cachent souvent un revêtement en plastique, et même des plastiques sans BPA, qui le remplacent souvent par d'autres bisphénols tout aussi douteux. On termine sur cette réflexion. Avoir une eau qui respecte les normes administratives, une eau dite potable, c'est la base. Mais on peut décider d'aller plus loin et de viser une eau biocompatible. C'est-à-dire une eau non seulement exempte de polluants, mais aussi structurée et minéralisée pour soutenir activement notre biologie. C'est un choix. La question est donc, se contenter de la norme ou viser l'optimal.